Aujourd'hui, on est encore entre deux trains, ça fuse dans tous les sens, et c'était le moment de lire, avec un peu d'avance chez du bol, le dernier Volodine. Alors, quand je dis dernier Volodine, je devrais dire dernier traduit par Volodine. Là, la question est un peu de à quel point on joue le jeu, à quel point on part dans l'analyse, et je suis vraiment désolée, cher Antoine, je vais parler comme si vous n'étiez pas là. Il s'agit, et donc en fait on va aller vers l'analyse parce qu'ici on dit vulgache, ici on dit sec, et ici on va quand même, et on dit sec. Débrouille-toi avec ton violeur Infernus Johannes, je vous explique ça, c'est en librairie depuis hier, et je l'ai depuis 10 jours à peu près. Alors, donc on est aux éditions de l'Olivier, est-ce qu'il y a un prix marqué dessus? Non, 19 € si. Je sais que ça peut compter avec cette très belle illustration. On n'a pas d'image à l'intérieur. Moi j'ai une dédicace. C'est une dédicace anonyme, je peux la montrer. Oui, le porte-parole. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va être important pour la suite. Alors, Infernus Johannes, c'est un nom qui est déjà apparu dans ce très vaste continent qu'est le post-exotisme, dont j'ai déjà parlé pour parler de Terminus Radieux, de Frères Sorcières, de Cri, et je crois d'autres, mais je sais plus lesquels. Désolée. Mais je pense que je vais faire une liste à volo. Mais enfin voilà, je les aborde. Alors j'en ai lu plus que je n'en en parle en vidéo. Je n'ai jamais fait une vidéo complète sur 10 leçons sur le post-exotisme, leçon 11, qui est quelque part par là. Cela en fait je les ai un peu regroupés, mais il m'en manque. Et on approche de la fin du post-exotisme, et ça c'est un peu triste parce qu'on est, alors je sais plus, je suis nulle en numérologie, en chiffres et en retenage de noms, ce qui est quand même super. Ah, les filles de Monroe, j'ai parlé des filles de Monroe déjà, qui était le 45e, et là il me semble que c'est le 46e. Alors je vais glisser une interview diacritique sur donc 46e, c'est bien ça. Et ça devrait s'arrêter au 49, alors je suis triste. Vraiment triste, mais bon, mais ça après c'est un peu l'ensemble. Et débrouille-toi avec ton violeur, a pour particularité donc d'être un peu signé Volodine, mais pas trop, parce que Volodine est le porte-parole d'autres autrices essentiellement, et aussi donc le préfacier. Préfacier, bah c'est pas dit d'ailleurs. Enfin, on peut pas dire un avant-propositier, un avant-propositeur, avant-proposeur peut-être. Et dans ce cas-là, on aurait une avant-proposeuse éventuellement. Donc on a en fait une espèce de... Alors au niveau vraiment strictement génétique, etc., je suis pas bonne. Vraiment là, c'est vraiment pas mon truc. Parce que dans ce cas-là, il faudrait que je bosse comme je bosse, on va dire universitairement, ou pour la Greg, le post-exotisme. Et moi, j'aime bien me laisser perdre. Alors c'est un grand problème quand je lis Balzac, donc que je lis peu, maintenant tout le monde le sait. Zola, c'est pareil. Ou les grands romans russes que je lis très peu. Mais en fait, je confonds tous les noms. J'ai tendance à oublier les noms des personnages, j'oublie à quoi ils ressemblent. Donc ça, c'est... j'ai pas une imagination très visuelle. Je dois pas avoir beaucoup d'imagination. Ce qui fait que c'est pas toujours évident pour m'y retrouver. Et là, comment dire, ce sont des choses pour lesquelles, pour vraiment avancer, il faut que je fasse un effort, hein, vraiment conscient. Je regarde si j'ai terminé ce radio par là, mais je crois qu'il est plutôt par là, dans les piles qu'il y a à côté du bureau. Parce qu'en fait, là, quand je filme, je le précise jamais, mais si la caméra, elle est pas mieux placée, bah, c'est pas chiant dans 18 mètres carrés. Et en fait, là, le trépied, il est contre le bureau. Et je peux pas... Enfin, je peux un peu reculer, mais pas des masses, quoi. Voilà. Donc on est dans un espace et dans une forme contrainte. On va faire un accord de proximité. Et ça serait très beau de dire que je suis dans un espace, mais je ne suis pas une figure de typographie. Je viens juste de le finir, ce qui veut dire que bah c'est frais, c'est quand même aussi un roman. Est-ce que c'est un roman? Oui et non. Et ça va beaucoup m'intéresser. On va le dire tout de suite. Énorme, monstrueux, trigger warning, violence sexuelle dans tous les sens, surtout au début.
donc ça peut se sauter, mais c'est quand même un gros morceau. Et bon, ben voilà, si on n'est pas à l'aise, faut arrêter, parce que c'est dur à lire. Et, et bon, ben, le titre l'annonce, mais c'est une lecture qui peut être éprouvante. Donc, bah, enfin, le post-exotisme est un monde. Enfin, met en scène un monde difficile, c'est une littérature de l'extrême, donc venue du futur, mais qui est même un peu comme venue d'ailleurs, hein, parce que c'est, on le rappelle, c'est une littérature carcérale, soufflée, murmurée, psalmodiée, dans un sabir internationaliste et dans une multitude de langues, de cellule en cellule, par des prisonniers qui sont quand même globalement quotidiennement torturés, à bout de tout, à bout des espérances, et qui parfois sont même déjà morts mais continuent à vivre. C'est ce monde-là, le post-exotisme. Et là, on va s'intéresser, un des axes qui m'intéresse évidemment fondamentalement, peut-être même existentiellement, du post-exotisme et bien au-delà, vous le savez déjà, eh bien, pas seulement les autrices féminines, mais en fait le féminisme post-exotique. Alors globalement, si je comprends bien, et en lisant l'article diacritique, donc c'est une interview, on va quand même donner les noms, menée par Yann Etienne et Zoé Teval, je sais pas qui pose quelle question. Euh, donc on est sur un livre qui rassemble 3 textes de 3 autrices globalement différentes, pas forcément... donc Infernus Johannes est une signature collective, un peu comme le Caminou qu'on a dans le SR, c'est pour un peu... c'était une démarche... il y en a encore, mais c'était une co-signature militante, et je sais plus quelle c'était la revendication précise d'ailleurs. Je crois que c'était anti-LPPA, enfin c'est dans cette mouvance-là. Euh, voilà, qui m'est très sympathique. Je dois avouer que j'ai pas co-signé avec Aminou. J'ai pas pensé. Donc on a un avant-propos donc plutôt Antoine Volodinesque, c'est-à-dire en son nom propre d'Antoine Volodine, qui est un auteur, hein, là on n'est pas sur une personne. Hein. Et ensuite 3 textes donc de 3 personnes différentes, qui sont pas signés en plus. Hein, alors qu'est-ce qui est dit? Si, peut-être que c'est signé au début. Si, voilà. Donc traduit du japonais par donc Débrouille-toi avec ton violeur, nos grandes traductions. Traduit du japonais par Irina Kobayashi et Astrid Koenig. Donc ça, ce sont des noms qu'on a déjà pu voir hein, en post-exotisme. Ensuite, Sous les viandes, toujours nos grandes traductions en sous-titres de Molly, marqué Molly Hurricane. Traduit du maganéen par Hélène Dox, Irina Eschen-Guyen, Marina Eschen-Guyen, Maria Iguasel, Astrid Koenig, Rita Retzmeier, Monika Santander, Maria Schnitzke, Lilith Schwack, Maria Gabriela Tillmann, Anita Wengand et aliae. Et ensuite les slogans qui eux sont explicitement traduits par Antoine Volodine. Et donc on est dans nos traductions 3. Les slogans, on peut les retrouver en fait dans une autre édition, sous encore un autre nom. Alors mince, ça y est, je vais l'avoir perdu. Qui est donc celui de Maria Soudaïeva, et c'est un livre de 2004 déjà paru aux éditions L'Olivier et qui est réédité ici. Eh ben je l'avais raté. Donc là, moi je suis en mode, est-ce que je collectionne? Ouais, je pense que je vais collectionner, et donc je vais l'acheter probablement en ligne. Faut que je fasse très vite, puisque je vais donc dire qu'il y a encore un exemplaire ou deux disponibles sur Recyclivre au moment où je vous parle, c'est-à-dire pas au moment où vous me voyez, puisque c'est un enregistrement qui vient donc du passé proche. Mais a priori le texte est le même, donc ça, bon, ben voilà. Pour les bourses serrées et les paniers percés, ça peut être un argument de vente, s'il en faut. Et donc un avant-propos, pas exactement signé, mais en fait j'ai plutôt envie de parler d'abord des textes et de revenir ensuite sur l'avant-propos pour permettre de les éclairer. Et donc avoir une vision peut-être d'abord plus micro pour aller vers du macro, petit bout, grand bout, ou voilà, en fait parler d'abord du style pour parler ensuite des textes, en gros. Alors de quoi il s'agit? Débrouille-toi avec ton violeur, c'est vraiment le texte le plus difficile à lire. Peut-être que je vais en fait juste lire un peu le début, j'ai relevé un autre passage, mais j'ai pris pas mal de notes, enfin j'ai pas pris des notes, j'ai fait des accolades dans le texte, avec mon petit crayon papier là, mon petit critérium, je l'ai perdu. J'ai toujours un critérium en marque-tapage, ça me permet de je sais pas, pas avec les Pléiades,
parce qu'ils sont fragiles, pas avec les livres du 19e siècle, parce que je suis fétichiste, mais sur des livres récents. Et là, normalement, je le fais pas parce que... J'ai une dédicace, merci beaucoup. Je suis ravie, j'adore les dédicaces. Mais, enfin, c'est un bouquin qui va avoir un statut quand même un peu carrefouresque, si je puis dire, mais que j'ai beaucoup attendu quand j'ai su, enfin pas longtemps, mais intensément attendu, quand j'en ai connu l'apparition prochaine et le titre. Et je pense que je n'ai pas fini d'y réfléchir. On y va, débrouille-toi avec ton violeur, on a un titre ultra incisif, un impératif, une deuxième personne du singulier. Et on ne sait pas encore tellement ce que ça veut dire. Débrouille-toi avec ton violeur, on pourrait aller vers quelque chose qui serait probablement génocidaire, si on est dans une optique Solanas, de l'ordre de la vengeance. C'est pas ce qui va se passer. C'est plus triste en fait. Et c'est un texte qui est assez pessimiste. Je lis le début. On va comprendre tout de suite. Attention, attention, on le lit que si on est en forme, hein, ou on écoute que si on est en forme. Depuis plusieurs milliers d'années, l'espèce humaine a consacré une partie de sa production culturelle, orale puis écrite, et maintenant diffusée sur des supports électriques, électroniques ou autres, à poétiser les relations entre hommes et femmes, afin d'oublier, ou de permettre aux hommes et aux femmes d'oublier la pure et simple barbarie fondamentale à quoi se réduit l'acte sexuel. On a beau habiller de lyrisme et de doux habits poétiques, l'approche qui conduit un homme et une femme à se déshabiller partiellement ou complètement pour accomplir l'acte qu'on appelle communément faire l'amour. Le lyrisme et les doux habits sont contredits au moment où le mâle cherche à introduire son sexe quelque part dans sa partenaire femelle. La poésie aura toujours du mal à chanter avec élégance les expressions féminines, l'éjaculation et le sperme. Des dizaines de millions d'années nous séparent des premiers temps animaux, où les durs mécanismes des fonctions de reproduction ont été mis au point. Et même des centaines de millions d'années, mais quand l'homme mâle et la femme femelle se rapprochent pour copuler, on en revient aux origines, et cet immense intervalle temporel se réduit à zéro. Le poids de ces temps immémoriaux se révèle à la seconde, où le sexe du mâle entre dans le sexe de la femelle, et c'est un poids écrasant. Quelle que soit l'espèce animale, un puissant instinct dicte au mâle une conduite d'impérieuse domination sur la femelle. Il faut fertiliser ses œufs, afin que ni lui, le mâle, ni elle, la femelle, n'aient eu sur terre un destin sans signification. Il faut fertiliser d'urgence la femelle pendant le rut, afin que l'espèce poursuive son existence. Au temps du rut, il peut y avoir une danse nuptiale avant la copulation, une approche ritualisée, que l'on soit entre volatile ou entre insectes, mais au moment où commence la copulation, le mâle cesse de faire sa cour et pénètre la femelle, sans plus observer d'égard. Pénétrer, coûte que coûte. Voilà l'instruction qui s'adresse à tous les mâles de la création, depuis que la parthogenèse a été décrétée comme archaïque, réservée aux bactéries et aux champignons, et indigne des organismes supérieurs. Il y a des exceptions, en particulier en milieu aquatique, mais si on s'intéresse surtout aux animaux terrestres, pénétrer coûte que coûte est un commandement qui s'adresse à tous les mâles. Alors, je vais rester là parce que j'ai envie de lire d'autres passages. Globalement, on a la matrice de ce qui va être le reste du texte et qui va être développé sur une centaine de pages. Je vérifie la pagination. Donc là, j'étais aux pages 17 et 18. Et ce texte s'achève à la page qui n'est pas paginée, c'est-à-dire à la page 104. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a globalement, et je m'appuie aussi sur l'interview diacritique, un texte qui serait écrit par une femme japonaise. Ça, c'est quelque chose qui va un peu se préciser au fur et à mesure. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir quelque chose comme une reprise de L'île aux fleurs, qui est pourtant un court-métrage brésilien.
Mais il y a monsieur Suzuki qui élève des tomates, et c'est pas euh, un court-métrage sur la sexualité, mais les gens qui me suivent depuis longtemps savent qu'on avait fait avec un ami un hommage à, à l'île aux fleurs qu'on avait appelé l'île aux femmes. Et il y a plein d'éléments communs, notamment dans la brutalité de ce qui va être décrit, mais cette brutalité, elle est à discuter. Alors à discuter, elle est à analyser. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va avoir une description définitionnelle qui n'est pas une prescription, mais qui ne laisse pas d'autre issue. Et ça va être important, je pense, pour en parler de façon politique. Parce qu'en fait, c'est vraiment un texte qu'on peut lire de façon politique et littéraire, évidemment, les deux sont plus intéressants quand on les prend ensemble et qu'on ne les sépare pas, parce que de toute façon, comment séparer le politique du littéraire? Et donc là, ce qu'on va avoir, c'est un texte qui est écrit, est-il dit dans l'interview des critiques, avec une certaine forme de naïveté par une jeune fille de 23 ans, je crois. J'ai perdu le... Oh, là, je suis sur les films de Monroe, enfin voilà. Bon. Sur les précisions, je vais mettre le lien. J'espère que ne pas oublier, puisque pour une fois, je tourne le samedi pour le dimanche. C'est ça, être une vidéaste du dimanche. C'est faire les choses à la dernière minute. Je pouvais pas. Concrètement, c'est une semaine harassante. Alors, c'est un texte qui est brutal. Pourquoi il est brutal? Parce qu'il va être répétitif, obsessionnel, assez long. La longueur fait partie de la brutalité. Et très cru. Et il va parler ce qui plus tard sera appelé le langage du rut. Alors, et ça on va peut-être y revenir, c'est-à-dire en fait qu'il parle de coït d'une façon qui essaie d'être, qui se veut particulièrement frontale, qui est de l'ordre d'une certaine crudité, qui essaie aussi de, comment dire, de refuser une certaine forme de complaisance par rapport au coït hétérosexuel. Donc les exceptions là, elles sont déjà balayées sur ça. Là où il va être particulièrement pessimiste, c'est qu'il fait appel, on le voit d'emblée, à un genre de mythe archaïque des origines qui reviendrait. Vraiment, c'est du Zola, ça. Mais c'est pas que du Zola. Ça peut aider à faire un lien. Et qui se rejouerait à chaque coït de façon consciente ou non. Et qui serait un appel à une pénétration qui ne peut pas être autrement qu'un viol, même quand ce rapport est consenti. C'est du Dworkin et ce n'est pas du Dworkin. C'est du Dworkin dans la mesure où Dworkin considère qu'il ne peut pas y avoir de réel consentement dans une société faite d'oppression, et nous sommes toujours dans une société patriarcale. On y échappe quand même pas vraiment. Mais ce n'est pas du Dworkin parce que Dworkin s'appuie sur en fait tout un système d'oppression qui ne sont absolument pas dites ici, mais qui sont complètement naturalisées et biologisées. Et en fait, finalement, d'une certaine façon, on est sur un féminisme qui ne parle que de l'exploitation sexuelle et de l'horreur de l'exploitation sexuelle, qui ne parle pas du tout de pornographie, en fait, qui parle vraiment de la sexualité, on va dire, conjugale, pas forcément maritale, mais globalement de la sexualité la plus conjugale. On a ce début, ça va être quand même très longuement décrit, et parfois avec de la douleur, mais il n'y a pas de description de violence autre que cette répétition permanente du viol que constitue le coït. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, contrairement à Dworkin, hein, on ne va pas avoir dans pornographie, on a énormément de descriptions de violence, souvent très sadiques, infligées aux femmes. Ça, on l'a pas du tout. Par exemple, il n'y a pas besoin, parce que finalement, la première des violences, c'est celle du coït. Il n'y a aucune violence économique, violence psychologique, elles peuvent être mentionnées, mais ça n'est pas la focale. Donc finalement, contrairement à ce qu'on va trouver chez Dworkin, ce n'est pas la société qui fait que le coït est un viol, c'est que le coït est un viol. Ce qui est en fait un féminisme beaucoup plus pessimiste même que Dworkin, et pourtant Dworkin espérait une trêve de 24 heures sans viol, c'est-à-dire pas grand-chose, et à un féminisme qui peut être quand même très doloriste.
Oui, il y a un espoir chez Dworkin. Il y a toujours un espoir. Ici, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas notamment parce que ce féminisme repose sur une naturalisation qui est celle, en fait, d'un programme génétique archaïque qui va se reproduire, se reproduire, se reproduire. Et si on peut le comparer à autre chose, très paradoxalement, eh bien, en fait, on retrouve quelque chose de l'ordre du féminisme de Beauvoir. Non pas le féminisme de biologie n'est pas destin, mais le de quelque chose qu'on va trouver d'abord dans la première partie du deuxième sexe et qui, moi, m'avait vraiment marqué, et pas positivement marqué, dans la description donc d'une inégalité et d'un viol permanent en raison du struggle for life, de la lutte pour la vie et de la perpétuation de l'espèce. Et de l'espèce qui va dépasser la femelle. Alors, contrairement à mes souvenirs du deuxième sexe, et là je dis bien mes souvenirs, euh, c'est la femelle, hors, enfin humaine ou pas, hein, et en fait le propos de Beauvoir, ça va être de sortir l'humanité de l'animalité, ce qui est évidemment très discutable. Et ici, l'humanité ne sort absolument pas de l'animalité, et en fait, Beauvoir décrit globalement le viol généralisé pour les espèces animales, en particulier mammifères, mais pas uniquement. Et donc on n'en sortirait pas. C'est-à-dire que là, vu qu'il n'y a pas de sortie d'humanité, globalement, on ne peut pas en sortir. Donc là, d'un point de vue politique, on n'est pas du tout dans un féminisme actuel. Et on va peut-être y revenir aussi quand même. Mais on va être dans quelque chose qui est donc très naturalisant, très pessimiste. Et donc qui finalement arrive à des confins où le féminisme n'est presque plus féministe, puisque il n'y a pas de solution. Dans ce texte-là uniquement. Après, on reparlera de l'ensemble. Il n'y a pas de solution. Il n'y a qu'un constat. Et de ce constat, on ne sort finalement pas tellement. Alors, on va reprendre un peu là. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sortie, puisque c'est dans le programme génétique et dans la nature. Et il n'y a d'autant pas de sortie, ou d'autant moins de sortie, que les femmes vont être conscientes ou non de ce viol permanent, quels que soient les coïts et les excitations préalables, ou les satisfactions postérieures. Avec quelque chose qui va de l'ordre d'une microseconde, et en fait on peut retrouver ce qui s'appelait en langue MLF la colonisation intérieure, la fausse conscience ou des choses comme ça. Et donc, quelles que soient en fait les femmes, elles le subiraient en ayant ou non conscience, ne serait-ce qu'une microseconde. Et éventuellement le perpétuer. Donc, évidemment que c'est très pessimiste. Alors, c'est un pessimisme qui se fonde sur quelque chose de l'ordre du dégoût et de l'abjection. Dégoût et abjection très rapidement des organes génitaux, on va dire, féminins, et surtout masculins. Et donc, qui se fonde sur quelque chose, j'ai pas envie de dire une phobie, mais qui est vraiment un dégoût du pénis et de l'activité du pénis. Et notamment donc du ridicule du pénis, en érection, pas en érection, et un dégoût absolu, non pas de la maternité, mais du sperme et de quelque chose qui est de l'ordre d'une souillure par le sperme, dans et sur le corps, et qui va parler du fait de recevoir une pénétration, c'est-à-dire d'être pénétré, et de voir cette mise à mal de son intégrité physique par la pénétration. Et je pense que c'est quand même important. Même si c'est pas un texte qu'on pourrait, qui est utilisable politiquement, en gros.
tel quel, ou alors je l'imagine, enfin, moi qui me semble être une impasse politique, parce qu'il est pessimiste, bon, profondément misandre, mais en même temps, il ne va même pas énoncer tellement de solutions. Alors, je reste encore du point de vue politique. Alors, peut-être non, on va peut-être un peu analyser deux, trois trucs. Donc, comment on va le voir, cette espèce de crudité du texte? Présente vérité générale. Assertif, on n'en sort pas. Et ça va être... alors, présentant vérité générale et aussi donc simplicité de vocabulaire. Passé composé. Ici, un A consacré. Et ensuite, on va avoir beaucoup de présent. Des modalités... alors, l'absence de sortie, d'impossibilité de penser autrement, elle va être mise en scène tout au long du texte par le fait qu'il y ait quelques alternatives et aucune autre, et chacune va être explorée pour réasséner. Boum. Le viol, le viol, le viol. Ça n'arrête pas de le répéter, le viol. On a quelque chose qui va partir de ce qui pourrait être une union entre hommes et femmes, donc l'oubli de la pure et simple barbarie fondamentale à quoi se réduit l'acte sexuel, et qui va amener à des vues ensuite divergentes sur cet acte sexuel, à deux points de vue qui sont radicalement opposés, et qui vont fonder une domination, enfin, qui vont montrer un rapport de pouvoir et une domination absolue, et qui ne sera révélé, peut-être pas consciemment pour tout le monde, ni de façon très longue, selon les coïts en gros et les personnes, mais qui restera inévitable dans le texte. Cette crudité, elle va apparaître aussi par une réflexion sur le langage. On a déjà, page 17, la poésie aura toujours du mal, donc là on a un futur, à chanter avec, mais un futur qui pour le coup universalise d'autant. Pas d'issue non plus, quoi. À chanter avec élégance les excrétions féminines, l'éjaculation et le sperme. Et on peut noter déjà comment se met en place cette séparation. Excrétion féminine, un élément, et deux éléments rattachés au masculin. Insistant sur les millions d'années, de façon plus ou moins précise, et mention de la parthogenèse qui permet d'être un peu scientifique et biologisant. Ça fait comme un transfert de sciences naturelles. La parthogenèse, c'est quelque chose d'hyper important dans les textes féministes, notamment avec des bribes plus ou moins élaborées de science-fiction. On en trouve une mention dans Herland de Charlotte Perkins Gilman, on la trouve mentionnée aussi dans le Scum Manifesto de Valérie Solanas. Donc la parthogenèse, c'est vraiment quelque chose qui... donc c'est le fait de pouvoir se reproduire seul, par division cellulaire ou mitose, et donc sans reproduction sexuée. Et on a là un moment d'ironie, mais ces moments d'ironie et d'humour, ils sont pas forcément très présents, ou de sarcasme, parce qu'on sent bien que la parthogenèse est un procédé archaïque, mais bien regretté, et que la modernité ne plaît pas tellement, en raison de sa violence. Bon, évidemment, on a une axiologisation très forte, les durs mécanismes des fonctions de reproduction. Le fait d'avoir l'adjectif dur est évidemment négatif, mais le fait qu'il soit antéposé au substantif va intensifier cette négativité. On peut noter également, en fait, ce qui va être de l'ordre des technolectes, plutôt issus des sciences naturelles, donc on a comme ça un transfert qui va donner une impression d'écriture clinique, mais aussi d'une écriture scientifique, et donc dont on ne sortirait pas, en raison des mécanismes, ainsi dévoilés, et d'ailleurs mécanisme et biologie, ça va pas toujours ensemble. Donc ça montre comment les lois de la nature sont des lois auxquelles on n'échappe pas. Et avec donc des termes comme copuler plutôt que évidemment faire l'amour, ou même baiser, qui serait vulgaire. Copuler, c'est un terme qui est technique, souvent employé pour le règne animal, par exemple, et qui va avoir une dimension très factuelle et totalement dénuée de poésie. Et en fait, tout tend à dénuer de poésie, puisqu'il s'agit de montrer la pure et fondamentale barbarie de l'acte sexuel. Alors on peut noter tout ce qui va être englobant, quelle que soit l'espèce animale, etc. Et tout cela est ramené à une perpétuation des espèces qui n'est pas dite en elle-même
en tant qu'espèce, mais qui est un peu dite, mais qui est surtout ramenée au besoin de féconder les œufs. Et ce qui est très intéressant dans cette répétition donc, des œufs de la femelle, bah, c'est qu'elle n'est pas tout à fait juste, parce que on a rarement plusieurs ovules en même temps, en fait. Enfin, ça arrive. Mais le fait d'en avoir plusieurs, ça ramène plutôt aux poissons, par exemple, euh, plutôt qu'à des espèces réellement mammifères. Donc, tout en étant ramené aux mammifères, bah, moi, je vois plutôt les poissons, là, ou les serpents. Est-ce qu'on a beaucoup de mammifères qui pondent plusieurs œufs? Je sais pas si les ornithorynques, ils en pondent plusieurs, par exemple. Mais je sais que les ornithorynques pondent, il me semble. Je crois qu'ils pondent et allaitent. Parce que les ornithorynques sont là pour agacer les classifications naturalistes. Et ça, c'est leur rôle. Et donc le fait de dire les œufs va aussi, donc, comment dire, démammifériser l'espèce humaine. Qui est ramenée à un statut animal, mais qui pour le coup, il y a sous-tend en fait une espèce d'axiologisation implicite qui est convoquée, sollicitée pour être mise à mal. Et donc dévaloriser cet acte. Donc on ramène à l'animalité avec rut, coït, parade nuptiale, qui vont être des termes de l'éthologie animale. Ça fait un peu le même effet que quand on regarde Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais. Comme ça, très froid. Ou quand on entend Laborie. Alors je crois que c'est vraiment Laborie qui parle, vous me corrigerez. Et en même temps, donc voilà, l'humanité prise complètement comme une animalité, mais même dans cette animalité, en fait, l'humanité va subir une forme de dégradation dans un spécisme implicite, hein, en sortant de ce règne-là, et ça notamment par cette Alors c'est pas parce qu'il y a des écailles qui lui poussent, mais parce qu'il y a cette pluralité des œufs, constamment répétée. Et la danse nuptiale, elle peut s'y rappeler les abeilles, les fourmis, enfin d'autres espèces, non les mammifères, mais non uniquement, quoi. Ça, c'est quand même un élément qui est extrêmement intéressant et qui va rejouer une espèce de frontière nature-culture, bon, mais qui n'est pas du tout celle du constructivisme de Beauvoir, par exemple, parce que Beauvoir, elle part du viol perpétuel dans l'animalité pour arriver ensuite à l'idée que biologie n'est pas destin. Et que quand bien même la biologie, on n'est pas cantonné à rester dans ses lois naturelles. Ce qui est quand même une quasi-contradiction chez Beauvoir. Est-ce qu'il y a vraiment contradiction? Il faut vraiment que je relise le texte. Et ici, la culture va être directement un dérivé de la nature. Je suis page 48. À l'ordre archaïque du viol s'ajoute chez les femelles une disposition archaïque de facilitation du viol. Un ordre d'acceptation du viol non seulement à la suite d'une propagande incessante, matraquée de la naissance à l'adolescence, mais aussi parce que la nature a prévu concrètement que le viol peut être agrémenté par une récompense naturelle. Tu vas te faire violer, débrouille-toi pour recevoir de la nature la récompense qu'elle a imaginée pour toi. Et surtout, ne te plains pas si au moment du viol, la récompense promise par la nature tarde à venir. Ne te plains pas si tu ne jouis pas, si tu n'as pas de plaisir, si tu ne connais pas l'orgasme, c'est que tu te débrouilles mal. À la lourde propagande totalitaire qui s'abat sur les petites filles depuis des millénaires, pour qu'elles acceptent le viol, s'ajoute dorénavant, depuis quelques très récentes décennies, la formidable propagande totalitaire des spécialistes du comportement sexuel. Et elle parlera plus tard de culture du viol. Et là, on est quand même dans un concept qui est très récent en France, et qui a été importé par Noémie Renard, l'autrice de Pour en finir avec la culture du viol. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment ça se joue ici et maintenant? On va avoir un continuum, vraiment une continuité de la nature à la culture, et quelque chose, mais qui n'est pas exactement comme chez Rousseau, donc le Rousseau de l'Émile parlant de Sophie,
donc dans la dernière partie consacrée à Sophie, et dont j'avais parlé en évoquant le livre La nature à l'ordre du jour de Colette Capitan, de 793-795, je peux renvoyer à la vidéo, je crois qu'elle était de décembre 21. Rousseau, en gros, dans l'analyse qu'en fait Colette Capitan, ne croit pas à la nature, puisqu'il va dresser Sophie à correspondre à ce qui est sa véritable nature. La nature est donc le nom qu'il donne à une fonction pour légitimer ce dressage. En fait, la définition de Sophie, elle se fait au nom d'une nature qui est tout entière ramenée à la fonction pratique pour la domination masculine de ce que peut faire devenir Sophie et donc les femmes avec. Ici, il y a quelque chose de l'ordre d'une croyance en la nature, mais qui de toute façon, au nom de la nature, va entraîner le modelage d'une culture et donc de la culture du viol, propagande médiatique totalitaire permanente, pour ne pas en sortir. Mais ça congrue parfaitement avec ce qu'on appelle l'hétéropatriarcat et l'hétéronormativité d'Adrienne Rich. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Si en plus je fais des imitations au milieu sans prévenir, ça va pas être évident. Et c'est là où le texte devient très pessimiste, puisqu'il ne donne pas de levier pour en sortir, mais où il est aussi très intéressant dans un appel à la nature qui va en fait tout refuser, la nature comme la culture, et qui pose la question donc de quelle porte de sortie inventer, puisque le texte n'en donne aucune, strictement aucune. Et c'est pour ça qu'on va avoir répété la nature, la nature, la nature, parce qu'on a non pas l'appel de la forêt, ça serait Jack London, mais quelque chose un peu de cet ordre-là, d'un cri intérieur ou d'une pulsion intérieure qui va soumettre. Et qui est un leitmotiv permanent, par exemple dans la littérature du 19e siècle, on le trouve énormément chez Maupassant. Quelque chose qu'on a chez Schopenhauer. En fait, c'est du Schopenhauer, c'est du féminisme schopenhauerien. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'essai sur les femmes, mettez-moi des commentaires sympas, parce que pour l'instant, je me prends surtout des torrents de boue avec cette vidéo. Et on a ensuite une série comme ça d'espèces de petites narrations de coïts conjugaux qui sont tous des viols. Et là, on va avoir en plus, ça nous aide à un peu définir l'autrice de ce texte, puisque tous ces couples ont des noms japonais, sans qu'il y ait d'orientalisme particulier, puisque, en fait, l'autrice est elle-même japonaise. L'autrice du texte, dont le nom m'échappe et qui était donné dans l'article de Diacritique de façon très pratique. Donc, mademoiselle Mitsushima, je vais forcément très mal les prononcer, monsieur Kitagawa, etc. Et donc, avec répéter constamment l'abjection que constitue le pénis. Je vous lis un passage, page 70-71, sans insister sur l'aspect désastreusement inesthétique, repoussant ou ridicule du pénis des mammifères, la propagande encourage la femelle, une fois prétendument libérée de son devoir de faire des bébés, à caresser le pénis de l'animal humain mâle qui la presse, à l'embrasser, à le lécher, à l'accepter et à l'engloutir dans sa bouche et, éventuellement, à recevoir sous sa langue et dans sa gorge la répugnante vomissure de queue qui s'en échappera. Quelques remarques stylistiques. On va avoir des périphrases avec des valeurs différentes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir des parallélismes de construction qui vont établir comme des équivalences. Ainsi, donc désastreusement inesthétique, même remarque que tout à l'heure, avec ici un adverbe, désastreusement, qui est rare, donc il va aussi intensifier l'objection, évidemment. L'animal humain mâle. Bon, tout ce que j'ai dit sur l'humanité qui ne sort pas de l'animalité, évidemment, se retrouve. Ce qui m'intéresse, c'est la périphrase, pour dire globalement homme, qui va entièrement ramener à une sexuation des corps qui n'est strictement jamais remise en question.
Là, c'est vraiment pas le propos. On n'en sort pas, quoi. Mais la périphrase, elle se donne, ou elle va donner l'impression d'une scientificité, alors que la périphrase suivante sera la répugnante vomissure de queue, qui veut dire, bon, ben, éjaculat, sperme, en termes plus techniques, qu'il a une périphrase qui est, d'un point de vue axiologique, complètement négative. Bon, répugnant, vomissure. C'est un peu un calque de raclure de bidet, quoi. Hein. Et c'est une périphrase abjecte, mais qui contamine les autres périphrases à visée plus scientifique. Et dans le même temps, les périphrases scientifiques vont aussi donner l'impression d'une espèce de portée générale des périphrases axiologisantes. Et c'est ça qui va aussi amener cette espèce de martèlement, parce que c'est un texte qui est long, qui va beaucoup répéter, qui va progresser. Donc de cette description aux anecdotes, à plusieurs éléments, et qui va amener une réflexion sur le langage. Là, je suis page 72, et d'ailleurs, c'est pas le passage que j'ai noté, alors que je l'ai beaucoup aimé, mais je tombe dessus, c'est super. Je lis un passage. Un fatras d'ordures. Alors, est-ce que je rate ? Ouais, je vais lire un peu d'abord page 71. Tandis que la queue mâle humaine s'excite, donc là, on va avoir toute une réductio non ad uteram, mais je sais pas comment on dit le pénis d'ailleurs en latin. On a vraiment une réduction par métonymie, quoi. Tandis que la queue mâle humaine s'excite, quand vraiment l'appel ancestral prend toute son ampleur et s'épanouit, un fatras d'ordures en un instant se déverse dans une zone intermédiaire entre l'inconscient et la conscience, prête à basculer d'un côté comme de l'autre. Page 72. Un fatras d'ordures formulé dans un sous-langage animal, le sous-langage des ancêtres violeurs, qui est charrié de génération en génération par le sang et les hormones du mâle, en rut, ainsi que par les fluides qui entrent en écho avec le reste de son corps, les liquides pré-éjaculatoires, les liquides prostatiques et autres sécrétions essentielles au viol. Un sous-langage animal, composé d'images et de sous-images, de vertiges charnels et de sous-paroles excitantes, avec des formulations sales de l'ordre ancestral du viol. Tout cela favorisant l'excitation de la queue et donc sa meilleure disposition pour aller coûte que coûte inséminer la femelle la plus proche. Parfois, ce débordement d'ordures, qui est un salut ancestral et génétique aux représentants de la dernière génération, quitte le domaine intermédiaire où il bouillonnait et se répand dans la conscience du mâle humain-animal prêt à l'action. On a alors droit à un murmure amoureux, sale et ordurier, haletant et presque hors de contrôle, parfois ludique, parfois violent et prenant une coloration criminelle. Un murmure que la propagande tient à faire passer pour un accompagnement verbal plaisant de l'exaltation physique, pour une sorte d'hymne destiné à divertir la femelle, alors qu'il ne s'agit que d'une vomissure venue du fond des âges pour aider à la vomissure de queue. Une vomissure qui a, pendant quelques dizaines de millions d'années, gonflé chez des bêtes silencieuses, puis au fur et à mesure que se perfectionnent les organes de phonation, a pris la forme du rugissement, du hurlement de victoire, ou plus récemment, dans le dernier maillon de la chaîne animale, la forme du murmure libertin, amoureux et violeur. Derrière les mots charmeurs et doux, derrière les aveux romantiques et en deçà du long baiser par lequel M. Cato scelle son union amoureuse avec Mademoiselle Morita et la met dans de bonnes dispositions pour une pénétration imminente, se glisse soudain un écho des commandements ancestraux qui prend la forme d'une phrase vulgaire. « Attends, ma salope, tu vas passer à la casserole. J'arrive, ma petite, t'as intérêt à écarter, je vais te la mettre. » La phrase n'a pas franchi les lèvres de M. Cato, et dès qu'elle a surgi à la surface de sa conscience, il a eu le bon goût de la faire redescendre vers son obscurité personnelle, mais il a entendu cette phrase. Quels que soient les efforts, les louables efforts que font les mâles animaux pour imposer à leur conscience amoureuse le bon goût, l'abnégation chevaleresque et la tendresse à l'égard de leurs femelles compagnes, la vulgarité révoltante des commandements préhistoriques cherche son chemin depuis leur obscurité personnelle vers la surface de leur conscience. Le sous-langage du rut cherche son chemin vers la surface de leur conscience et, à un moment ou à un autre, il crève la fragile pellicule qui séparait l'obscurité d'un côté, la pensée consciente de l'autre, et immédiatement, il devient une brusque poussée d'ordure mentale.
Il devient du langage de violeur, la musique mentale du viol qui ramène à la sauvagerie primitive du coït, du langage de rut, du langage de queue. Qu'il soit censuré ou non, que le mal humain s'applique ou non à le repousser vers une obscurité intérieure non consciente, le sous-langage du rut accompagne la séance sexuelle dès le début de la danse nuptiale et jusqu'à l'amollissement post-coïtal. Il est vraiment difficile d'imaginer qu'à aucun moment il ne surgisse jusqu'à la conscience de l'animal humain en plein viol. Pendant la copulation, le mâle est très attentif à ce qui se produit dans sa queue, au bout de sa queue et autour de sa queue. Et il est difficile d'imaginer que le pur et simplement barbare sous-langage du rut ne vienne pas frôler quelque chose dans ses représentations de l'instant présent, de son urgence et de son intensité croissante. Qu'il l'exprime ou non, le sous-langage du rut s'empare de lui, fait de phrases dominatrices, d'objurgations techniques à sa queue et d'images empreintes d'une brutalité et d'une vulgarité qui ne respectent soudain plus ni tabou, ni convention sociale, ni élégance, ni souvenir des doux serments échangés. Sous-langage, ou sous-langue, peu importe. En une seconde, tout l'édifice culturel s'effondre, toutes les constructions intellectuelles s'affadissent, la langue du rut s'impose, le langage de queue triomphe. Quelles que soient les paroles mécaniquement encore proférées par le mâle humain animal pour apaiser sa compagne femelle humaine, le langage de queue administre impétueusement la rude cérémonie en cours. Contenu ou non, censuré ou non, l'ordurière culture animale ancestrale prend les commandes, en parfaite harmonie avec le sous-langage des élancements et des muqueuses du bout de la queue. L'ordurière culture animale et ancestrale du viol, du coït en urgence, du chevauchement coûte que coûte, du devoir d'éjaculation, et surtout que la femelle se débrouille pour recevoir la giclée au plus profond, surtout qu'elle ne se débatte pas au point de mettre en péril la fertilisation des œufs. Cette ordurière culture animale n'est nullement censurée par la propagande et, au contraire, elle en constitue une branche importante. Une section importante dans le tout-puissant appareil de propagande, car elle s'appuie sur les vandardises des violeurs, sur leur complicité graveleuse, leurs anecdotes qui toujours sont liées à leur satisfaction d'être un animal mâle. Toujours en dernière analyse font allusion au remuement obscur de l'intérieur de leur queue, à l'intérieur de femelles, toujours conçues pour subir le viol. Et je vais en rester là parce que j'ai la gorge qui racle. Quelques commentaires. C'est un texte que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas le relire tous les matins. Pourquoi ? Pourquoi je l'aime ? J'y adhère pas. Pourquoi il est intéressant ? Pourquoi il me semble poser carrément il correspond à une brique dans un ensemble de textes féministes que je connais pas tellement. Je pense que Marie Huot aurait pu faire des choses assez proches. Marie Huot, c'est une anti-vivisectionniste du 19e siècle. La vivisection, c'est la dissection sur vivant. Hein, donc, c'est dur, disait Claude Bernard, de faire des vivisections sur les singes parce qu'ils vous attrapent les mains, ils vous regardent avec un regard si humain. Je continue, j'embraille. Marie Huot, elle était pour l'extinction de la race humaine par abstinence généralisée. Le malthusianisme, hardcore. Elles sont rigolotes, les féministes du 19e. On est là dans quelque chose qui rejoue le rapport nature-culture que je développais tout à l'heure et qui va le rejouer donc par l'effondrement de la culture. C'est-à-dire que finalement toute la culture elle sert à ce propre effondrement au niveau donc du coït et donc ce tout nature qui ramène à une animalité donc avec les phénomènes stylistiques déjà mentionnés, donc les périphrases, le technolecte, la crudité de l'action. Donc c'est toujours ce moment donc de la gesticulation du pénis dans le vagin, mais ça sera jamais dit pénis et vagin. Enfin si, c'est dit, mais c'est pas ça qui est mis en avant. Et qui va avoir dénué de tout érotisme, qui est montré vraiment comme quelque chose d'obscène et de dégoûtant, et le texte provoque le dégoût. Et il est fait pour provoquer le dégoût en parlant assez peu de la sensation physique. Mais ça,
C'est là et c'est pas complètement là, mais on pourra en discuter. Parce qu'en fait, ce moment, on peut le sentir. Qu'on soit dans un moment de viol ou non. Globalement, c'est quand ça touche le col. Hein. Qu'on sent vraiment voilà, la coupure du souffle. Mais c'est un moment ouais, qui peut vraiment se sentir. Enfin, que j'ai pu ressentir. Son universalité, ça c'est une autre question. On passe donc les technolectes, le vocabulaire très cru et en même temps très ordurier, qui va évidemment dire ce qui est considéré comme une ordure, et comme ce qui est soi-même une ordure. Et donc ce qu'on a ici, c'est un ensemble. Donc on a une propagande, la culture du viol, en termes actuels, et le terme est dans le texte, l'expression est dans le texte, qui favorise, par la romantisation et pas mal d'autres choses, cette mise en coït. Ça, je crois pas que ce soit dans le texte, mise en coït. Et en fait, il y a une autre langue qui est la langue du rut. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce que c'est un sous-langage, ça nous ramène à cette espèce de colonisation intérieure, des sous-images, c'est aussi discuté comme on sait pas trop, etc. Enfin, discuter, vociférer, hein, on est dans un texte de vocifération et de... Et enfin, c'est vraiment dégueulasse. Ah oui, c'est un pamphlet, oui, oui. Donc sur le... Je suis un peu fatiguée, hein. Bien sûr que c'est un pamphlet, et donc ce sous-langage, il est finalement comme révélé par ce texte, mais cette révélation, elle passe par une forme d'énonciation ventriloque, tous les hommes, toutes les femmes, et essentiellement tous les hommes, dans cette conscience-là, et sur cette espèce de frontière dans « je le pense, je me tais », mais je le fais. Et elle est abominable, en fait, cette idée. Parce que elle va créer un doute généralisé misandre. C'est sa fonction dans le texte. C'est-à-dire que la révolte de l'autrice est une révolte qui n'est pas misandre sur l'exploitation économique ou sur d'autres choses, qui est une misandrie, on va dire, très focalisée, presque de l'ordre de la phobie, donc du dégoût, de l'abjection, etc. Mais la perspective d'un sous-langage, eh bien, rend cette abjection, ou plutôt la supposition qui elle-même va faire naître encore une autre dimension de l'abjection. En fait, ce sont un peu les 50 nuances de l'abjection du coït. Hein. Là, on n'est pas du tout dans les romans à succès. Elle s'est faite par l'explicitation de ce qui n'est pas appelé une pulsion, mais qui est de l'ordre d'une pulsion langagière et qui en fait est, en gros, le langage de la nature tel qu'il va se traduire dans la psyché masculine, dans le texte, qui va légitimer, ou en tout cas la misandrie totale, et qui ne permet pas de penser à autre chose. Enfin, dans le fonctionnement du texte, hein, je parle pas d'une pragmatique ou d'une réception réelle, hein, mais qui, dans le fonctionnement du texte, est fait pour partager l'abjection. Est-ce que ça veut dire que les féministes ou l'autrice est mal baisée ? On va aller à la fin du texte. Ça veut dire qu'elle ne veut pas être baisée du tout. Hein. Alors, je fais page 101. La jeune Keiko ensuite combat ses réticences, afin d'être une femelle qui ne déçoit pas le mal en train de s'agiter près d'elle et contre elle. Grâce à la gymnastique mentale de la double pensée, elle réussit à vaincre ses réticences, elle accepte que la langue de l'animal mâle humain, Miara Nozomu, excusez-moi, vienne baver
À l'intérieur de sa bouche, elle accepte que Mihara Nozomu lui pétrisse les seins, la palpe, la manipule, mette ses doigts dans sa vulve. Elle se soumet. C'est plutôt dans le vagin qu'on met les doigts. Elle se soumet. Elle n'oublie pas de soupirer d'aise et de gémir. Elle accepte que Mihara Nozomu froisse ses grandes lèvres et ses petites lèvres, avec son organe sexuel d'aspect comique, avec son navet gonflé et ridicule. Elle accepte pour finir que sa queue grotesque d'animal barbare se glisse dans ses conduits intimes pour y cracher sa glu blanchâtre. Au départ, elle rêvait d'autre chose, mais à l'arrivée, elle se soumet au viol et elle se soumet à son violeur. La jeune Keiko est une femelle humaine parmi les autres. Comme nous toutes, elle rêve d'autre chose, elle rêvait d'autre chose, mais ce n'est pas avec son rêve qu'elle doit se débrouiller, c'est avec ça. Avec ça, débrouille-toi avec ton violeur. Et arrête de rêver à autre chose, c'est comme ça, c'est la nature qui commande, c'est grotesque de se plaindre. Le programme a été établi il y a des centaines de millions d'années, et ça en plus les dates sont de plus en plus vastes, dans le bouillon de culture du début. Le bouillon de culture du début qui en fait est biologique. C'est comme ça depuis toujours. Parce que là je ne vais pas revenir en détail sur tout. Depuis toujours pourtant, nous rêvons à autre chose. Nous ne supportons pas l'idée d'être des descendantes béates des reptiles mammaliens. Nous haïssons l'héritage ancestral de l'animalité. Nous détestons le viol et les cérémonies intimes liées au viol. Nous n'éprouvons pas la moindre sympathie pour la propagande des violeurs. Le langage de queue des mâles humains nous révulse. Nous ne pouvons oublier que ce que nous offre la nature lors de l'accouplement a été forgé il y a des centaines de millions d'années et que ce merveilleux système a tout d'une danse sordide entre un criminel et sa victime. J'aurais bien aimé l'image du montreur d'ours, là. Mais depuis toujours, pourtant, nous rêvons à autre chose. Mais j'aime bien un criminel et victime. Mais depuis toujours, pourtant, nous rêvons à autre chose. Depuis toujours, nous aimons l'amour. Depuis toujours, nous aimons l'affection. Nous aimons les caresses, la solidarité pleine de tendresse. Nous aimons être enlacés, choyés depuis toujours. Nous aimons faire preuve de douceur. Nous aimons faire plaisir. Nous aimons l'aventure, la nouveauté, nous aimons rêvasser à des relations fraternelles, et amoureuses. Depuis toujours, nous aimons nos souvenirs de petites filles. Nous aimons le souvenir des premiers émois de l'amour. Nous aimons l'idée du plaisir sexuel, de l'excitation sexuelle et de l'orgasme. Depuis toujours, nous aimons la beauté. Nous nous languissons de la beauté de la pleine lune, de la beauté des vagues sur le sable gris, de la beauté des poèmes, de la beauté des visages, de la beauté des comportements et des caractères des unes et des autres, des uns et des autres. Nous aimons la beauté du courage et celle de l'abnégation, celle de la générosité, de la fidélité à la parole donnée. Nous aimons qu'on joue doucement avec notre chevelure. Nous aimons qu'on glisse la main sur notre peau. Nous aimons qu'on s'approche de nous et qu'on nous rassure. Nous aimons rassurer et enlacer les autres. Nous aimons partager. Nous aimons l'intelligence, nous aimons la nature, le parfum des fleurs, les 1000 parfums du printemps et de l'été, le bruit de l'eau, le contact avec l'écorce des pins. Nous aimons le soleil et les pierres chaudes des jardins. Nous aimons le soleil autour de nous, sur nous. Nous aimons le bonheur et nous aimons partager notre bonheur. Nous aimons l'idée que le monde est monde. Nous aimons avoir conscience de nous-mêmes. Nous aimons la conscience que nous avons de notre corps. Nous aimons la place que nous occupons dans notre corps. Nous aimons nous blottir contre celles ou ceux que nous aimons. Cet abandon tendre, tout en sécurité et en confiance. Nous aimons rire follement en compagnie des autres. Nous aimons la tombée paisible de la nuit. Nous aimons donner notre avis et écouter les avis des autres. Nous aimons le silence soudain du soir. Nous aimons les petits animaux, les oiseaux, le chant des oiseaux. Nous aimons caresser les chats, nous aimons le ronronnement des chats. Nous aimons nos compagnes et nos compagnons. Nous aimons le travail quotidien, nous aimons prendre des responsabilités, nous aimons confier des responsabilités aux autres, aux enfants. Nous aimons les enfants, nous aimons apprendre, nous aimons transmettre aux enfants ce que nous savons. Nous aimons l'idée de la transmission des savoirs et des connaissances de génération en génération. Nous aimons jouer aux jeux de hasard, en compagnie de rieuses et de rieurs. Nous aimons l'idée d'une égalité de traitement. Entre toutes et tous, nous nous sentons concernés par les efforts des unes et des autres pour établir sur Terre cette égalité. Nous aimons nous baigner ensemble dans les sources d'eau chaude. Nous aimons le vent qui souffle dans les montagnes, les paysages côtiers, les arbres sous la neige, les forêts, les habitants et les habitantes des forêts, la musique classique, la musique des peuples du monde. Nous aimons nous plonger dans le regard de l'être aimé. Nous plonger longuement et profondément dans le regard de celle ou de celui que nous aimons.
et nous y perdre comme si plus loin, le temps et le monde s'arrêtaient. Nous aimons nos racines et celles des autres, nous aimons nous endormir, nous aimons trouver le sommeil, en nous appuyant sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Nous aimons aimer quelqu'un d'autre. Alors, qu'on ne nous dise pas que nous sommes des femelles ratées, des dégénérés hystériques, des tarifs rigides, des pauvres connes ou des nunuches qui n'ont pas encore trouvé le bon violeur, le violeur qui leur convient, le violeur qui leur apprendra à aimer l'amour. Et c'est la fin. C'est pas la fin de la vidéo, hein, on va un peu continuer. Alors par contre, c'est une fin qui est à souffle coupé. Parce qu'on passe donc du viol de la jeune Keiko, et donc toute la scène avant est racontée, et de pourquoi elle veut pas et pourquoi elle va le faire. Donc on est aussi dans ce qu'on appelle la coercition sexuelle, ça c'est un concept de Noémie Renard, je crois qu'elle l'a inventé, en tout cas elle l'a vraiment théorisé pour en finir avec la culture du viol. C'est-à-dire, céder n'est pas consentir, on se rappelle. Donc il y a quelque chose qui n'est pas un viol parce que c'est un coït, mais qui en plus va forcer au coït. Finalement, c'est un viol au carré. Et avec une rupture. Donc on a le titre évidemment, Débrouille-toi avec ton violeur, qui est en fait profondément individualiste. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas vraiment de nous. Et ce qui va suivre, en fait, politiquement tient pas, mais littérairement est très beau. Parce que on a... En fait, parce que, pour le dire en termes très très politiques, voire sociaux, et très discutables, on n'a pas de sentiment d'appartenance à une classe des femmes ou un groupe femmes, en tant que groupe social. On n'a qu'une espèce de forme d'espèce. Et juste à devoir se débattre avec un destin biologique. Et donc, le destin reste biologique. Ou la biologie reste destin. Mais, on a cette longue et très belle déclaration d'amour, qui n'est pas sans rappeler le rythme litanique de certains passages d'Herbes et Golem, même si là on a quelque chose qui n'est pas tellement sous la forme de lys, mais plutôt d'une énumération continue, avec quand même des retours beaucoup plus fréquents de verbes, de verbes principaux. Et de cette litanie, elle naît par exemple, dont l'impression, donc, l'air des montagnes et les montagnes. Voilà, nous aimons l'air des montagnes, nous aimons les montagnes. Donc comme si un élément était appelé par le précédent. Et donc comme si c'était aussi une espèce de flux de conscience, d'amour, et qui en même temps à la fin va refuser dans un paragraphe très... donc déjà qui est marqué par une rupture, un paragraphe, changement de ton, conclusion, une forme d'exorde, qui est un impératif. Alors impératif à troisième personne, qu'on ne nous dise pas, par un subjonctif, que nous sommes, et donc là, qui va reprendre pour les refuser, les insultes, et qui en même temps ne sait pas quoi faire de l'amour, pour reprendre aussi un peu la dernière publication récente en français de Bell Hooks, à propos de l'amour, et qui montre bien que ce n'est pas de ne pas aimer, ou de ne pas avoir aimé, ou de ne pas savoir ce qu'est l'amour, qui fait voir le viol. Donc l'amour rend aveugle, mais de quoi exactement ? Politiquement, on a quelque chose qui ne donne pas de solution et qui est très individuel, donc c'est politiquement plutôt une impasse, mais c'est pas le propos ici de faire un manifeste féministe qui soit un appel aux femmes, un appel à des femmes. Il s'agit vraiment d'autre chose et qui va se fonder, alors très étonnamment, vraiment, peut-être je l'ai dit, mais toujours sur le coït et jamais, par exemple, sur un dégoût de la maternité ou de l'allaitement, ce genre de choses. Ça, en fait, c'est même pas tellement mentionné. Ou sur le fait que, voilà, il y a l'idée de la fertilisation, mais le développement embryonnaire, par exemple, etc., c'est vraiment, vraiment loin par rapport au dégoût du coït lui-même. C'est donc un des textes les plus misandres que j'ai pu lire, et les plus radicalement misandres, mais qui en fait est d'abord un texte du dégoût sexuel. Et
qui renoue, ou qui noue, ou qui développe des choses qui étaient très élaborées. C'est dit notamment dans l'article du Diacritique, mais je l'ai vu toute seule quand même. Ça m'arrive d'être autonome dans Terminus Radieux. Et avec les textes féministes mentionnés dans Terminus Radieux, en fait, ce sont ces textes qu'on a entre les mains, et ça, c'est extrêmement précieux. Et j'aimerais bien travailler un moment sur le féminisme de Terminus Radieux, donc là, maintenant, j'ai des pièces. Merci beaucoup, je suis ravie. C'est un texte qui est difficile à lire en raison de son abjection, mais qui en même temps fonctionne. En raison même de cette abjection et de sa construction qui est, comme souvent les manifestes, qui a l'air d'être un peu la vocifération d'une voix dont on ne sait pas trop où, on se demande si elle n'est pas au comptoir d'un PMU, en gros, sinon pas du tout, et qui en fait fonctionne par glissement rhétorique progressif et enchaînement qui ne laisse pas de porte de sortie, et c'est l'absence de porte de sortie qui constitue à mon avis l'impasse politique, mais la grande force rhétorique du texte. Qu'y a-t-il encore dans Débrouille-toi avec ton violeur, Infernus Johannes? Ça, c'était le texte éponyme, donc qui va donner son titre à l'ensemble. Un texte très marquant sous les viandes, j'ai lu le titre tout à l'heure, on va regarder juste un peu le début. Que notre haine les putréfie, que notre haine les trempe de glaires immondes et les putréfie, tous sans exception, les boyaux démocrates, les chiens mouillés de la tripale démocratie et leurs valets démagogues, leurs domestiques à cravate, à plumes à houppe, leurs esclaves gras, leurs cuisiniers de cirque, leurs porte-parole avec ou sans microphone, leurs agents d'influence déguisés en pauvres, leurs serviteurs empressés, leurs mafieux aux ordres, leurs seconds couteaux, leurs putes officielles, leurs putes dissimulées, leurs professeurs de maintien, leurs conseillers en mensonge, leurs fidèles en livrée ou leurs fidèles en uniforme, leurs pourvoyeurs de fonds, leurs laudateurs spontanés, leurs chantres épiques, leurs organisateurs de voyages, de rencontres publiques, de succès aux élections, leurs claques pouilleuses, que notre haine s'empare de tous et d'elles toutes et les putréfie. Je ne tenais pas tant que ça à naître, mais une fois en face du trou, j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur et je me suis traîné dans le sang et les entrailles, etc. Bon. Je ne vais pas beaucoup aller sur ce texte-là parce que la vidéo est déjà longue. Ça, c'était évidemment l'incipit. J'adore les incipits. Texte de vocifération extrêmement corporel, très physiologique et en fait, je vais dire très viandard. On est sous les viandes et en plein dans la viande, vraiment. Alors, ce qui va se passer là, c'est qu'on a une espèce de texte de prosopopée, de féministe misandre, mais c'est pas ça qui est au départ, mais surtout psychotique, et qui est annoncé comme psychotique. On a l'habitude, dans les textes du post-exotisme, d'avoir des narrations fracassées, parce que les narrateurs sont littéralement fracassés. On est en plein dedans, et on comprend pas trop cette espèce d'univers de viande et de méduses, parce qu'on est dans un monde dans lequel des méduses géantes et ça, en fait, on le reconstitue au fur et à mesure des éléments qui sont disséminés ça et là. Je renvoie au paradigme absent de Marc Angenot que je cite tout le temps. On comprend que le monde est enveloppé de méduses, que tout est opaque, que ce sont des espèces d'envahisseurs extérieurs mais aussi intérieurs. Et en même temps, dans l'ensemble du texte, et la chose est un peu dévoilée à la fin, encore une fois, je divulgage, mais je me le disais au fur et à mesure du texte, en fait, on a aussi un peu peut-être l'impression d'être dans une narration intra-utérine, embryonnaire. Et on ne sait pas. Et c'est le on ne sait pas qui est intéressant comme toujours, l'espèce de tension sur la source de cette voie narrative, qui c'est qui cause, avec ce paradoxe, et ça marche bien dans le post-exotisme avec tous ces narrateurs morts qui vivent encore, là on est de l'autre côté. Et ça marche. Et dans l'interview diacritique, Volodine rappelle que dans un rare texte du post-exotisme, viande et femme est confondue. Et donc en fait on est un peu dans la continuité du précédent qui joue un peu de ce que peut être une viande à viol. Ça c'est une expression qui avait beaucoup circulé au moment de MeToo et en fait avant. C'était même plutôt harcèlement de rue quoi. Mais en fait qui est plus ancienne. C'est pas les féministes qui l'ont inventé, viande à viol. Et qui va le prendre littéralement. Donc c'est vraiment un texte de barbaque. Et de barbaque glaireuse sans qu'on comprenne trop ce qu'il en est, où on est, si la narration est une ou multiple et elle-même essaie de se recomposer. C'est fascinant, mais c'est absolument dégoûtant en même temps. Alors c'est pas un texte vegan, du tout, c'est pas fait pour, mais de toute façon en littérature, c'est tout à fait possible d'être vegan en alimentation
et pas du tout en littérature. Et ça va jouer de cette espèce de jeu de mots qui me semble avoir une fonction matricielle, donc enfin de point de départ, quoi. Mais matricielle, ça marche bien si on est dans une narration intra-utérine. Des boyaux démocrates, un peu comme il y aurait les sociodémocrates, et donc ensuite la social-démocratie, etc. Et où on a un mélange comme ça d'un vocabulaire très politiquement marqué, et marqué très années 60, quoi, hein, 70. Bon, la social-démocratie, on le lit encore, hein, mais un peu daté quand même, et remplacé par de la tripaille. Donc c'est un peu comme la bataille de Carême Prenant dans le quart-livre, mais en intra-utérin et politique. C'est pas exotisme. Quelques mots sur le dernier texte qui est donc une réédition, si j'ai bien compris, mais je suis sûre qu'il y a des variantes et qu'il faut comparer les textes, mais peut-être que je serai déçue. Qui est lui-même un ensemble de slogans classés. Slogan, nos grandes traductions, de Maria Soudaïeva, et c'est peut-être le même. À la mémoire de celles qui ont été tuées, Aniya Kim, Marina Kourdiani, Irina Lobashkova, Léonore Okayan, Galia Okayan, Maria Otugay, Danilai. Et ça, c'est vraiment de l'épique, d'avoir les listes de noms, et en même temps, là, on a quelque chose qui fait livre. Avec donc plusieurs séquences qui elles-mêmes vont être redivisées en autres séquences, avec des listes de slogans en capitale. Ces slogans, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment ils ont circulé, mais ils vont permettre de deviner comme un monde, alors je vais balancer mes petites suppositions perso, hein, mais qui serait quelque chose comme un monde qui cherche une issue et une échappée, un peu sur le modèle du train, des chansons du train, des esclaves en fuite avant, pendant et juste après la guerre de sécession aux États-Unis, et donc des slogans codés qui peuvent être des instructions très littérales, ante ou post-mortem. Là, je sais pas trop, et je pense qu'il y a des deux, parce que de toute façon, il n'y a pas forcément de limite entre l'ante et le post-mortem, avec des moments purement poétiques, et beaucoup d'assez marrants, et certains quand même très très durs. Je vais en lire juste quelques-uns comme ça, un peu à l'arrache. Plus un seul rêve à l'intérieur des restes de Natacha Amayok. Natacha Amayok, nous sommes avec toi. Soutien aux offres solennelles. Nous luttons pour que tu meurs. Nous sommes avec toi. Donc ça marcherait très bien pour du texte d'agonie. Enfin, des moments d'agonie. Soldat, n'entretiens plus sa détresse immense. Soldat, courage, vide les corps de Natacha Amayok. Elle était bien dans les... non, elle n'est pas dans les femmes hommagées. Plus un seul corps de rechange pour Natacha Amayok. Videz ses corps jusqu'à la lie. Soldat, rebelle-toi, détruis tous ces corps. Et ensuite, Nichevo. Officier, rebelle-toi, assassine-la. Courage, détruis ses corps. Courage, détruis ses restes. Et ensuite, Nichevo. Déserteur du régiment Soleil, va jusqu'au cœur de Natacha Amayok avec ta grenade. On va en lire quelques autres comme ça. Ne pleure jamais, ne te justifie pas. Frappe. Ne fais pas comme les femmes roides, entre dans la rivière horrible. Fais comme Bogdar Dodarienko, entre dans la boîte horrible. Ça, c'est rendez-vous. Que personne ne pousse la porte horrible. Que personne ne rampe dans la boîte horrible. Si Abraham Voriagin, donc là, elle nous revient beaucoup, hein, t'accueille dans la boîte horrible, pends-toi avec ta ceinture. Ça, c'est vraiment ancien leitmotiv. Donc c'est dur, hein, c'est des slogans pas faciles. Hein. On a un peu cet exotisme, hein, c'est pas fait pour être facile. Si l'océan encore murmure, cherche l'écume number 15 et détruis-la. Ça c'est matrice. Si la forêt encore murmure, cherche l'arbre number 15 et écorce-le. Sors de la matrice figée, passe par la matrice atroce, ne regarde pas l'océan. Sors de la matrice figée, ne regarde rien, cherche le monde number 15 et détruis-le. Etc. Et alors, à lire, c'est génial. Instruction combattante. Ton masque est un labyrinthe imprenable. Orpheline, tu es sauvée derrière ton masque. S'il te carbonise, éteins-toi. Quand tu es éteinte derrière ton masque, cours jusqu'aux résines, ne crie pas. S'il s'introduit sous ton masque, déguise-toi en pupe gueuse. S'il s'introduit sous ton masque, crie en langage gueux, disparaît dans ton cri gueux. S'ils s'introduisent en toi, égare-les, donne-leur des poupées gueuses, ruine-les. Voilà, quand faire demi-tour, le singe froid, tambour, crier ne pas crier.
lieu dit, savoir croupir, savoir ne pas croupir. Sauf qui peut, avec les nouvelles nymphes, toujours agir. Dépeçage. Et ça ressemble à des instructions un peu de livres dont vous êtes le héros, d'un monde dans lequel on n'a pas du tout envie de vivre, et qui en même temps, c'est le monde des filles de la nuit. Et autant on a une espèce d'horizon qui s'ouvre pour débrouille-toi avec ton violeur, avec quand même ce dernier paragraphe, clausule exorde, qui remet un dernier taquet. Autant sous les viandes finit de façon très sombre, autant slogan, les mauvais jours finiront. Et on a 343 slogans fois 3 fois, je crois, quelque chose comme ça. Je retiens pas les chiffres, je suis vraiment désolée. 343, j'y vois un petit clin d'œil au manifeste, ouais c'est ça. On a plusieurs fois 343, au manifeste des 343, mais dans l'article diacritique et dans l'intro dont je vais lire quelques passages, il est dit qu'il n'y a aucune référence à la littérature occidentale, j'y crois pas une seconde. Mais en revanche, c'est très intéressant, donc on va reprendre l'avant-propos. Alors, qui rappelle la fiction carcérale du post-exotisme dans notre quartier de haute sécurité, de nombreuses langues, etc. Je vais vraiment prendre juste des morceaux. Parmi ces langues, aucune n'était privilégiée par souci de ne pas recréer à l'intérieur des murs l'impérialisme linguistique qui régnait et règne encore à l'extérieur. Donc on essaie de faire de la prison une utopie, au moins dans la pratique, parce qu'on est des vrais gauchistes, en gros. Nous avions pris l'habitude de mélanger les vocabulaires et les syntaxes afin de brûler au cœur de nos annonces, de nos proclamations, de nos poèmes, de nos romances, ou de nos plaintes ce qui aurait pu apparaître comme un drapeau, etc. Donc refuser le drapeau, etc. Donc moi, la langue dans laquelle nos porte-paroles ont diffusé nos écrits au-delà des murs a été principalement une langue de traduction, donc qui va justifier l'apparition et le rôle d'Antoine Volodine. Ça lui permet de faire de la promo. Et c'est quand même heureux parce que comme ça on peut aller l'écouter, avoir des dédicaces et lire des articles, et franchement c'est un bonheur. Mais là ça devient intéressant, en plus de mes blagues. Nous avons toujours cherché à extirper de la langue ce qui renvoyait directement ou secrètement à des traditions religieuses, poétiques, folkloriques et littéraires. Nous avons déshérité la langue de son héritage. Moi, je collerais bien ça en sujet de disserte. Accomplissant ainsi un travail minutieux de censure et d'autocensure. Travailler sur une phrase traduite exige une grande vigilance sur ce que l'on va confier à la langue d'accueil, mais nous nous astreignions à la même vigilance lorsque nous composions un texte collectif à partir des rêves et des brouillons qui surgissaient spontanément dans les coursives de notre prison. Nous nous exprimions en procédant au même travail d'élagage que si nous avions devant nous un premier texte à métamorphoser en deuxième texte. Et ensuite donc des réflexions sur la langue neutre. Mais je vais retenir cette notion de déshéritage, qui est littérairement et politiquement, encore une fois, très intéressante. Et ma fatigue m'empêche de pousser tous les fils que je tire. Et ça, c'est la broderie qui se casse. Alors, un peu plus loin, nous ne tenons aucun compte des impérialismes culturels qui fixent les limites de l'expression à l'extérieur des murs de notre prison, qui établissent des frontières entre ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être. Et qui, de plus, désapprouvent les formes qui ne font pas partie de leur catalogue de formes officielles. Et ça marche aussi pour l'exolégisation. Alors, il y a un truc que je voulais dire tout à l'heure sur débrouille-toi avec ton violeur. En fait, c'est un texte qui empêche de tracer la ligne qui séparerait les bons des mauvais garçons. Et j'avais vu passer, je sais plus si c'était sur Twitter ou sur Insta, cette réflexion qui a été résumée de façon efficace, qui n'est pas forcément si dingue, mais qu'il y a peu d'hommes qui veulent être de mauvais garçons. Il y en a. Mais que la plupart veulent être de bons garçons, et donc, socialement, et pour leur propre conscience, et qu'ils vont donc tordre la ligne pour être du bon côté, et ce, quelle que soit leur pratique. Et donc renommer ou réaxiologiser, si l'on peut dire, leur pratique. Ce qu'empêche un livre comme celui-ci, en tout cas du moment qu'il y a coït, mais je ne pense pas que les mauvaises pratiques ne soient que coïtales. C'était un point sur le déshéritage dans la langue. On est sur un renversement complet. Ah oui, ben voilà, donc elle s'appelle le Miyaki Ono et les noms sont donnés ici avec des rappels du reste du post-exotisme. C'est juste que je suis une mauvaise lectrice. Je suis vraiment désolée, chère Antoine.
Monsieur Volodine. Et donc avec un dernier paragraphe très très beau sur la sororité entre le traducteur qui devient auteur par une fusion. Et ça, je pense que ça dit beaucoup du travail d'écriture, et même de façon personnelle. Mais donc ça me regarde moins, et comme la vidéo est immensément longue, je vais rester sur ce déshéritage. Ce déshéritage, il va à l'encontre d'une traduction qui voit dans la littérature d'une intertextualité, que ce soit à un niveau discursif comme l'a montré Kristeva, ou à un niveau plus largement littéraire. Ça, c'est notamment la notice texte de Roland Barthes de l'Encyclopédie Universalis. Voilà, bon, on va le trouver dans les œuvres complètes de Barthes et je pense dans d'autres textes. C'est-à-dire cette idée que tout texte reprend d'autres textes. Et là, on est sur un moment qui me semble extrêmement intéressant post-exotisme, puisque la langue n'est que le mélange des langues, les textes passent de bouche en bouche, presque dans un phénomène quasi prophylactique, de fusion collective, et là, on casse l'héritage. Héritage occidental culturel, parce qu'on se rappelle que tout document de culture est un document de barbarie, et je cite Benjamin parce que, évidemment, que c'est la même idée qu'il a derrière, si ce n'est Benjamin lui-même, un peu comme le petit Dintoulet de la théologie de l'histoire. Là, je reprends les thèses sur le concept d'histoire, peut-être un jour que je fasse une vidéo, mais c'est dur quand même, pour moi. Et donc, le déshéritage, ça va être le refus de l'héritage hégémonique, donc de l'idéologie dominante. Mais en même temps, l'héritage, c'est aussi la construction d'un héritage propre. Et qui ici est à la fois revendiqué par les noms des autrices, les noms qui apparaissent dans essentiellement les femmages, mais aussi quelques hommages, aussi sur la route balisée de slogans, parce que c'est des slogans qui dessinent une route, globalement, et pas seulement. Et qui veut faire notre monde, puisque ces slogans pourraient être écrits sur les murs. Parce que le slogan, c'est quelque chose que l'on scande ou que l'on écrit sur un mur, publiquement. Donc il y a un monde. L'idée même de slogan implique qu'il y a un monde dans lequel le slogan existe et où des gens s'adressent à d'autres gens. Donc là, on est un peu comme le triangle de l'énonciation théâtrale. Mais ce déshéritage, littérairement, il est très intéressant. Ça serait quoi un féminisme, alors politiquement et littérairement, c'est quoi une œuvre qui efface l'intertextualité? Politiquement, c'est quoi du féminisme qui efface l'héritage? Bon, c'est sûr que ça permet aussi d'avoir la crudité qui est aussi une certaine, peut-être naïveté, du texte Débrouille-toi avec ton violeur. Qui pourtant est blindé de références, même littéraires, même si ce ne sont pas les littéraires de la référence occidentale, bah oui, puisque c'est un texte japonais, traduit. Et qui, en même temps, alors c'est la fiction d'un texte japonais traduit, et qui, en même temps, vise à une universalité, à quelque chose qui est de l'ordre d'un texte sans étayage théorique, et ça m'intéresse parce que on est toujours sur cette question qui est celle de mon postdoc, comment on pense, comment on écrit avant la théorie. Eh bien c'est une réponse. C'est une réponse littéraire et fictionnelle, mais c'est une réponse. Et on est en plein dedans. Et donc, un des grands enjeux pour les féministes et dès au moins 1832 les saint-simoniennes, mais d'autres avant, a été de toujours s'inscrire dans une histoire qui lutte donc contre la temporalité atemporalité du discours de nature, de la prescription naturaliste. Une femme sait parce que c'est ça, et rien d'autre. Et bien non, regardez, il y a eu Hypatie d'Alexandrie, etc. On a des figures historiques qui vont jouer le rôle de contre-exemple. Et là, on ne l'a pas. Donc ce qui, politiquement, une rupture. Ce qui est aussi le cas chez Solanas. Solanas, elle cite pas d'autres féministes. Elle est seule. Et c'est peut-être aussi le déshéritage qui va montrer, peut-être de la façon la moins dite, et certainement la plus cruelle, quelque chose qui est, quand on lit les textes féministes, de l'ordre d'une très vaste histoire, de l'impuissance et des tentatives féminines d'accéder à une certaine forme de dignité humaine, d'humanité en fait. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Volodine.